Oui, nous avons maintenant le plaisir de recevoir Régis Le Sommier, journaliste, ancien directeur adjoint de Paris Match, du média Omerta, un grand reporter qui n'usurpe pas son statut de grand reporter. Éventuellement, contrairement à d'autres, il va sur le terrain et il nous ramène des informations de première main. On a rappelé son courage ces dernières semaines lorsqu'il est allé plusieurs jours durant dans l'oblast de Koursk voir ce qu'il se passait, parce que il y a les informations que l'on peut avoir d'agences, de médias qui le tirent souvent de service. C'est pas toujours des informations de première main, c'est beaucoup de propagande. Alors, il n'y a pas d'autre solution que d'aller sur place, je crois, dans ces cas-là, pour tirer des informations fiables. Et c'est le cas de Régis Le Sommier. Bonjour, Régis Le Sommier. Bienvenue dans cette matinale de Géopolitique. Bonjour, Nicolas. Peut-être, même si on brûlait de vous avoir depuis un moment déjà sur Géopolitique Profonde, pour que vous nous partagiez votre expérience de ce qui se passe en Syrie, sujet que vous connaissez bien. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence il y a des années de cela, sur les Champs-Élysées, j'en dirai pas plus, où justement vous évoquiez les nombreux reportages et passages en Syrie, et des deux côtés des fronts, hein, à la fois côté rebelle comme côté des troupes d'Assad, ce qui vous donnait la meilleure vision des choses. Vous en avez gardé évidemment beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amis aussi, de correspondance qui vous permet d'en parler peut-être de façon plus précise que d'autres et plus qualifiée. Est-ce que peut-être on avait avec Finandrine évoqué surtout la Russie, l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des éléments sur le front? J'ai pu vous entendre dire que des Coréens, vous en aviez pas vu beaucoup à Koursk, enfin dans l'oblast de Koursk. Vous confirmez tout ça? Est-ce qu'il y a des éléments? Il y a des rumeurs qui bruissent comme quoi le front pourrait craquer rapidement maintenant en Ukraine. Alors, pour ce qui est de l'oblast, ce qui est intéressant depuis le moment où j'y étais jusqu'à, on va dire, hier et les jours qui viennent de s'écouler, il y a eu une reprise de la contre-offensive russe sur le saillant de Koursk, enfin le saillant de Souja plus exactement. Moi j'étais à l'ouest, là c'est en train de grignoter à nouveau au nord et à l'est, avec des phénomènes, on va dire, assez un peu nouveaux. Si vous voulez, je pense que c'est lié à la météo, parce que les Russes ont pu lancer, par exemple, des assauts de fantassins, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps, à cause des drones. Et ce qui était très intéressant quand j'étais à Koursk, c'est que j'ai passé une dizaine de jours avec une unité de dronistes, mais vraiment tout le temps, quoi, tout le temps avec eux. Et c'était passionnant. D'ailleurs, ça donnera lieu à un documentaire qui sortira à la rentrée sur sur Omerta. C'est vraiment un documentaire sur la vie d'un droniste au front. Voilà, pendant plusieurs jours. Et aujourd'hui, donc pour revenir sur le front, il y a eu environ une quarantaine de kilomètres carrés qui ont été repris dans les jours précédents, avec un tempo opérationnel qui est en train un peu de s'accélérer, comme si les Russes avaient envie le plus rapidement possible, et probablement avec l'échéance de l'élection de Donald Trump, enfin de l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain, d'essayer de conquérir un maximum de reconquérir pour ce qui est de Souja, puisque là, il s'agit d'une opération faite par les Ukrainiens le 6 août dernier dans le territoire russe, sur l'oblast de Koursk. Et ensuite, sur le reste du front, il y a eu à peu près une centaine de kilomètres carrés repris hier. Donc, si vous voulez, le tempo opérationnel ne fléchit pas. On est toujours dans un rythme qui s'est accéléré, avec plusieurs endroits intéressants. Là, c'est dans le Donbass, à Kourkovo,
la ville est quasiment prise par les Russes. Enfin, il reste encore quelques unités ukrainiennes qui s'accrochent, mais il y a eu beaucoup de réduction de ce qu'on appelle des poches. Si vous voulez, l'objectif des Russes maintenant, c'est de créer justement ces poches et ensuite que les Ukrainiens s'en extraient et ensuite, ben, dans ce cas-là, ils reprennent un nombre assez conséquent, un territoire assez conséquent, et ça se fait à plusieurs endroits du front. C'est également le cas à Toretsk, qui est une autre ville. Vous avez le village de Shevchenko hier aussi qui a été repris, là c'est un peu plus au sud. Donc en fait voilà, donc le front ne s'écroule pas, mais il est clair que les Russes là vont pas tarder pour ce qui est du sud de Donetsk, là où ils ont le plus avancé, donc de l'oblast de Donetsk, eh bien à ouvrir une nouvelle séquence dans un nouvel oblast ukrainien qui est l'oblast de Dniepro. Et là, on n'est plus dans le Donbass. Ça veut dire que pour ce qui est de l'oblast de Donetsk, une grosse partie aura été reconquis et les Russes vont pouvoir avancer avec une différence quand même notoire et que j'ai souligné à plusieurs reprises, c'est que le relief est de plus en plus avantageux pour les Russes puisque il est de moins en moins facile pour les Ukrainiens qui se replient de recréer des positions de défense parce que le relief est nettement moins accidenté que celui du Donbass. Il y a nettement moins de friches industrielles, d'usines, d'autres qui peuvent être Tunnel. pour fixer, en fait, pour constituer des positions de défense. Et on arrive dans une zone où, après Pokrovsk notamment, eh bien, il y aura plus que de la plaine. Ça sera du champ de blé à perte de vue jusqu'au Dniepr, avec une possibilité pour les Russes finalement de conquérir beaucoup plus de terres encore. Voilà ce qui se passe à peu près sur le front. Ce qui est très attendu en Russie aujourd'hui, je crois que c'est vendredi, c'est le discours à la nation de Vladimir Poutine annuel. Oui, discours annuel dans lequel, on se souvient l'année dernière, il avait d'ailleurs, ça correspondait à peu près au moment de, si mes souvenirs sont exacts, où Emmanuel Macron avait évoqué pour la première fois la possibilité d'envoyer des troupes, y compris des troupes françaises. Et il y avait eu un discours à la nation où Vladimir Poutine avait de façon assez explicite brandi, je crois pas me tromper, mais c'était la première fois qu'il brandissait de façon assez explicite la menace nucléaire et ses conséquences. Il avait déjà expliqué que la guerre pouvait atteindre ce stade, mais il n'avait pas expliqué pour lui ce que ça signifiait, et je crois que c'était ce qu'il avait dit l'année dernière. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Et là, bah oui, c'est toujours des moments, c'est un peu comme l'état de l'Union aux États-Unis où le président fait un peu un bilan. Là, ça va être aussi un bilan avec peut-être des perspectives, peut-être des indications sur l'état d'esprit des Russes, parce que si on sait que Donald Trump est dans une posture aujourd'hui de négociation et veut arrêter, il l'a encore répété hier, veut arrêter la guerre en Ukraine, veut en tout cas arrêter ce qu'il appelle cette boucherie, comment il dit, c'est un massacre, il l'a répété plusieurs fois, eh bien, quelles sont les intentions de Vladimir Poutine, d'autant que son armée actuellement est à l'offensive, qu'elle gagne du terrain. Est-ce que Poutine est dans des dispositions pour arrêter ou en tout cas ouvrir des négociations? Quels vont être les termes de ces négociations? Tout ça est extrêmement confus. On ne sait pas actuellement vers où on va, mais on va. En tout cas, il est clair on devrait peut-être même avant l'investiture de Donald Trump, arriver à ce que les adversaires se mettent autour d'une table, ou en tout cas qu'il y ait l'ouverture peut-être d'un processus de négociation. Ouais. C'est demain, le discours de Poutine. Voilà. Bon, eh ben, nous pourrons le commenter évidemment à ce moment-là, chers internautes. On va, si vous le voulez bien, au Proche-Orient, et déjà peut-être une introduction de synthèse, Régis Le Sommier. Comment est-ce que, en si peu de temps, suite à une guerre civile qui a débuté, je crois, en 2011, le régime de Bachar al-Assad a-t-il pu tomber tel un château de cartes de façon assez sidérante? On était encore à croire il y a quelques semaines qu'il avait gagné la guerre civile, et on n'en faisait plus du tout un point
que l'on regardait précisément comme pouvant apporter des évolutions géostratégiques et géopolitiques dans le monde. Et tel n'a plus pas le cas. Non, ce qui est très intéressant avec la guerre en Syrie et la situation aujourd'hui, c'est que on oublie un petit peu que cette guerre qui a duré 10 ans s'est terminée, on va dire, en 2019, 2018, 2019, pour ce qui est la phase majeure des combats, et notamment la chute d'Alep, plus suivie un an et demi plus tard par celle de la Ghouta, c'est-à-dire les banlieues est de Damas, avait clos un chapitre. Et pendant 8 ans, il faut bien reconnaître que toutes nos bonnes âmes médiatiques qui aujourd'hui sont au chevet de la Syrie et viennent parler d'espoir, etc., avaient complètement oublié, complètement enterré le sujet. C'est-à-dire que la Syrie était devenue ce qu'on appelle ce que j'appelle moi un trou noir médiatique. On n'en entendait plus parler, alors que le pays était largement sous sanction. Ce qui s'est passé là est la désagrégation de la société syrienne, et je pense que c'est quelque chose sur lequel va falloir revenir dans les semaines qui viennent, parce que la Syrie a été un pays complètement asphyxié économiquement depuis 8 ans, et on répare pas 8 ans d'asphyxie économique comme ça du jour au lendemain, de même qu'on ne se débarrasse pas de 60 années de dictature bassiste comme ça. Il y a des rapports entre les gens, il y a des habitudes de vie, il y a des inimitiés, des horreurs qui ont été perpétrées, certes, mais vous avez tout un monde qui a vécu au diapason de cette société pendant 60 ans, là, qui sort de 8 ans de sanctions, et tout ça ne va pas amener la démocratie demain, d'autant que les personnages qui ont remplacé Bachar el-Assad n'ont pas, pour ce qui est de leur pédigré, des inclinaisons pour, on va dire, sociodémocrates. On est face à un attelage assez, on va dire, hétéroclite de groupes qui constituaient la plupart des groupes armés présents en Syrie, parce qu'il faut comprendre que Idlib, d'où est venue cette offensive, cette véritable blitzkrieg qui a, on va dire, emporté la Syrie et le pouvoir de Bachar el-Assad, mais Idlib, pendant la guerre, a été le réceptacle d'à peu près tous les groupes armés de Syrie qui étaient chassés par les Russes, chassés par le Hezbollah et l'armée de Bachar au fur et à mesure que celle-ci a regagné le terrain. Et le deal, c'était justement de permettre aux combattants de s'extraire des enclaves dans lesquelles ils combattaient, la Ghouta, Alep-Est, au départ ça avait commencé avec Homs, et ensuite de gagner en bus ce territoire d'Idlib, dans lesquels l'opposition, la dernière province que l'opposition contrôlée, et dans laquelle Abou Mohamed al-Jolani, qui est l'actuel leader de la Syrie, avait constitué un petit émirat. Son groupe étant le plus fort, il dominait les autres, mais il dominait des groupes avec des agendas politiques et des objectifs bien différents peut-être du sien. En tout cas, lui fait montre actuellement de tolérance, d'inclusivité vis-à-vis des minorités. Et il ne cesse de répéter qu'il faut respecter les chrétiens, les alaouites, les druzes, etc., pour essayer justement de montrer qu'il a changé, de montrer que finalement il est capable de gouverner cette Syrie. Déjà, le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est l'idée de la souveraineté syrienne, et l'idée que Jolani veut laisser entendre, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer l'unité de la Syrie. Alors, pour ce qui est de ses idées, Jolani est effectivement un djihadiste qui a fait partie d'Al-Qaïda en Irak, qui a combattu à côté de Zarqawi, qui a été compagnon de cellule d'Abou Bakr al-Baghdadi. Ça, on entend assez peu parler. Je sais que je le répète assez souvent, mais je trouve qu'on dit oui, il était proche d'Al-Qaïda et puis il s'en est écarté. Non, il a été militant d'Al-Qaïda, il a été combattant. C'est quelqu'un qui a tué des Américains, c'est quelqu'un qui a
tuer des chiites. À l'époque de Zarqawi, c'était la spécialité, c'était les voitures suicides, les véhicules suicides qui faisaient minimum 150 morts, principalement sur les communautés chiites en Irak. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un takfiri. C'est quelqu'un qui fait partie des plus radicaux et qui participe de l'aventure de l'État islamique au moment de sa création dans la prison de Kambouka sous supervision américaine. C'est là que va être pensé, imaginé le futur État islamique. Et Joulani, pour sa part, va revenir en Syrie, conquérir la ville de Raqqa au nom de l'État islamique. Puis ensuite, il va y avoir une scission entre son groupe et Baghdadi et donc Daesh. Et donc, il va y avoir une rivalité qui va monter. Mais si vous voulez, dans la finalité, dans les objectifs, ce qui différencie Jolani, par exemple, de Baghdadi, c'est son côté, on va dire, nationaliste syrien. Et là, de ce point de vue-là, il arrive au pouvoir aujourd'hui avec cette vision, ou en tout cas ce souhait de conserver une sorte d'unité de la Syrie. Le problème étant que la Syrie n'est pas, on va dire, une mosaïque extrêmement complexe de groupes ethno-religieux avec des relations compliquées et souvent conflictuelles entre eux. Le principal étant la relation entre la minorité alaouite qui était au pouvoir pendant 60 ans avec le clan Assad et la majorité sunnite, la Syrie étant composée d'environ 75% de sunnites. Et puis autour de ça, vous avez donc les chrétiens, vous avez les druzes, vous avez les ismaéliens, vous avez tout une gamme, on va dire, de groupes, je disais, ethno-religieux qui sont répartis sur le territoire syrien et qui ont parfois entre eux des visées antagonistes. Donc là, le problème de Jolani, c'est d'arriver à dire oui, je suis capable d'administrer cette Syrie. Or, aujourd'hui, déjà dans le nord-est, avec les Kurdes, on est dans une situation où les parrains du nouveau régime, et en particulier la Turquie, n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que, on va dire, ceux qui ont soutenu en sous-main cette avancée des rebelles djihadistes. On va dire peut-être les États-Unis ou en tout cas ou le Qatar, qui ont vu d'une main une opportunité, qui ont vu une opportunité de mettre fin au régime de Bachar el-Assad. Mais là, on est on a le parrain principal, la Turquie, dont l'objectif était double en appuyant cette offensive. Le premier objectif, se débarrasser des 4 millions de Syriens présents sur le sol turc en les réimplantant dans la Syrie du Nord. Ça sera peut-être fait. Enfin, en tout cas, c'est ce que souhaite Recep Tayyip Erdogan. Et surtout, repousser le plus loin possible les Kurdes du YPG, dont les racines sont, on va dire, qui a été formé autour du PKK à la base, donc un groupe terroriste des années 80. Quand d'ailleurs, c'est très intéressant de constater que quand Erdogan parle de terroriste, pour lui, ça veut dire kurde. Pour lui, c'est ça, le terrorisme, c'est pas Daesh principalement. Donc, même si la menace de Daesh est également présente. Mais là, le problème, c'est qu'on a un Kurdistan ou ce qu'on appelle le Rojava, au nord-est de la Syrie. Et ce Rojava, bien, il est en passe d'être assailli par les milices syriennes pro-turques et également peut-être même par l'armée turque qui viendrait donner un appui-feu, notamment sur la ville de Kobané. On se souvient de Kobané qui avait été arraché par les Kurdes à Daesh. Eh bien, cette ville symbole pourrait être à nouveau assaillie et conquise par les alliés des Turcs, comme l'a été Minbij, qui est aussi une ville, cette fois un petit peu plus à l'ouest, que les Kurdes aussi avaient arraché à Daesh. Donc tout ça, on l'oublie un petit peu, et les Kurdes risquent de payer de faire les frais justement de cette nouvelle Syrie. Ça, c'est le problème du Nord. Ensuite, vous avez le problème du Sud, avec une incursion sur le territoire syrien assez profonde de l'armée israélienne, des velléités de sécession des Druzes
qui sont dans la région de Soueïda au sud, c'est leur fief. Les Druzes ayant demandé plus, d'ailleurs, une protection d'Israël, voire d'être annexés à Israël pour certains. Donc, c'est-à-dire on est au bord du plateau du Golan, et là, le sud même le sud de Damas, qu'on appelle le Rich Dimeshq, pourrait être pour partie occupé et peut-être annexé. On ne sait pas comment les Israéliens vont jusqu'où ils vont aller, mais en tout cas, l'incursion se prolonge. Les chars de Tsahal sont bien en Syrie. Ouais. Donc, vous avez toute cette partie du sud où la situation n'est pas contrôlée par HTS, par Jolani, puisqu'il s'agit d'autres rebelles qui ne lui avaient pas fait allégeance, et ce sont eux qui sont entrés les premiers dans Damas. Donc tout ça donne un paysage extrêmement complexe, avec ces fameuses bases russes également. Là, on part sur la côte du côté de Latakia, Tartous, et dans ce qu'on appelle la montagne alawite, où là, on a encore une nouvelle ethnie. Bon, là, l'ethnie étant celle dont Bachar et son clan étaient l'émanation. Et toute cette zone-là, eh bien, on va voir comment elle va être administrée. Est-ce qu'elle va être autonome? Est-ce qu'elle va accepter de rejoindre la Syrie, ou est-ce qu'il va y avoir des mouvements de résistance? Il y a déjà divers groupes qui ont promis de lutter contre le pouvoir en place. Donc vous avez tout ça du côté. Si on va du côté de Homs et qu'on va à l'est de Homs, là c'est l'État islamique qui a refait surface. Il n'a jamais été complètement éradiqué. Il vivotait, on va dire, sous une forme de guérilla dans le désert entre Sourna et des Rézors du côté de Palmyre. Là, l'État islamique a refait surface. L'État islamique, on va dire, canal historique. Donc tout ça montre quoi? Ça montre que bon, on est face à un pouvoir qui est extrêmement fragile, qui est velléitaire de garder l'unité de la Syrie, mais qui pour le moment n'a pas réussi à on va dire, lever les incertitudes au niveau de la composition du gouvernement de Joulani. Eh bien, on remarque que ce ne sont que des gens de HTS. Il n'y a pas de personnalités représentant d'autres groupes. Donc, il n'y a même pas de volonté d'inclure divers groupes d'opposition et de faire une sorte de synthèse. Il s'agit des fidèles, notamment al-Bashir, Mohamed al-Bashir, qui était l'administrateur d'Idlib, qui devient le Premier ministre. Donc on est dans du HTS pur, et avec derrière ça, on va dire, des groupes djihadistes beaucoup plus radicaux qui, eux, errent en ce moment dans la Syrie. On ne sait pas comment ils vont se positionner. On ne sait pas surtout comment ils vont agir vis-à-vis des minorités dans les semaines, dans les mois qui viennent, quand la tension médiatique aura diminué. Vous savez, c'est un peu, moi je prends souvent l'exemple des talibans qui avaient fait, quand ils sont revenus au pouvoir en août 2021, qui avaient mis à la tête de l'administration des divers quartiers de Kaboul, par exemple, certains de leurs commandants qui étaient les plus éduqués, on va dire, qui venaient des provinces environnantes, et écartant les plus radicaux, les religieux venus de Kandahar, pour que l'administration de Kaboul, ville ayant été sous contact ouverte au monde, on va dire, avec l'occupation américaine pendant 20 ans, eh bien que la transition avec le nouveau pouvoir se fasse mieux. Les talibans avaient eu cette intelligence-là pour montrer au monde, accueillant aussi beaucoup de journalistes, qu'ils avaient changé, que les choses allaient changer, que ce n'étaient plus les talibans de 1996. Et bon, au fur et à mesure, on a compris que les femmes n'avaient pas le droit d'accéder à l'université. Là, on leur a retiré la possibilité d'écouter de la musique ou de se parler entre elles dans la rue. Donc voilà, voilà, ce qui peut se passer, c'est ça, c'est-à-dire un visage attrayant dès le début, et puis progressivement une suppression des libertés et des droits des minorités, avec les chrétiens obligés de payer un impôt, devenant des dhimmis, ce qu'on appelle des dhimmis, c'est-à-dire pour pouvoir vivre ou payer. Voilà. Et puis, quid des Alaouites? Va-t-il y avoir des vengeances sur le clan Assad? Comme je le disais, on ne quitte pas 60 ans de dictature d'une minorité sur une majorité comme ça, sans qu'il y ait des conséquences. Il va falloir qu'on observe ça dans les mois qui viennent.
Et vous appelez évidemment à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.